La situation que nous avons à l'heure actuelle, en fait, est quelque chose qui s'étire sur plusieurs mois. Ça a commencé en fait avec la bataille d'Artemios, qu'en Occident on appelle Bakhmout, en ukrainien en fait. Et pourquoi? Parce que le deal de l'état-major avec Wagner, c'était de pas de prendre Artemiovsk, mais de se servir d'Artemiovsk comme un point pour détruire le maximum possible de forces ukrainiennes. Alors évidemment, dans le narratif ukrainien, ils ont comme d'habitude inversé la situation et en disant qu'ils avaient fait ça spécialement tous les Russes, mais ils sont habitués, c'est une habitude, ils inversent véritablement les pertes, les objectifs, les défaites. C'est toujours comme ça dans la junte de Kiev. Mais dans le cas précis, le but n'était pas de prendre la ville, mais de s'en servir donc pour détruire le maximum de forces ukrainiennes, du seul fait que à Kiev, ils en avaient fait un symbole et certains à l'ouest, voyant qu'ils commençaient à perdre, ils ont indiqué que ce n'était pas si important que ça. Alors oui, d'un point de vue population, c'est une ville qui n'est pas si importante que ça, mais c'est un endroit où vous avez en fait un croisement de chemin de fer et surtout que c'est sur la ligne défensive du Donbass de l'armée ukrainienne, c'est un des verrous. Et si ce verrou saute, évidemment, il est fort possible que ça crée une instabilité. Cela étant dit, les combats étant des combats urbains, au fur et à mesure, eh ben, on avance et les 6 mois qui avaient été donnés à Prigozhin, donc le fondateur et chef des combattants donc, de Wagner, est arrivé à terme et ils leur ont simplement dit, bon ben non, c'est terminé, retirez-vous. Bon, ils étaient quand même à quelques rues de tout prendre, donc c'est là où vous avez dû suivre dans les médias, où ils commençaient un peu à hausser du ton, et que ça commençait, les polémiques ont commencé, et finalement, je pense qu'il a été décidé à Moscou qu'il fallait prendre cette ville. Pourquoi pas, elle était à portée de main. Et on a redonné à ce moment-là les munitions qu'il fallait après le contrat qui était de 6 mois, puisque ça a duré un peu plus de 6 mois. Une fois cela fait, ils se sont retirés évidemment sur les arrières. Et après cela, de par le conflit qui existe certainement entre Rogozin et le ministre de la Défense Shoigu, et certainement encore plus avec le chef d'état-major donc de l'armée russe, vous avez Rogozin n'a pas voulu signer les contrats qui mettaient son groupe militaire sous commandement du ministère de la Défense. Tous les groupes de volontaires l'ont fait, sauf lui. N'étant pas donc sous commandement du ministère de la Défense, on a arrêté, alors qu'il n'était plus en combat, hein, faut-il le rappeler, il était sur les lignes arrières, en repos, arrêté de fournir armes, munitions, certainement nourriture, enfin, n'étant pas une structure de l'armée, l'armée n'a pu la soutenir. Et c'est là qu'a commencé ces histoires, en particulier à partir d'hier, et que M. Rogozin a franchi le Rubicon, en ce sens que aujourd'hui, tous les patriotes, même certains qui sont critiques vis-à-vis d'une certaine bureaucratie de l'armée russe, qui a été reconnue même il y a quelques jours par Vladimir Poutine, qui indiquait, lorsqu'il a rencontré les journalistes correspondants militaires, où il indiquait qu'il fallait mettre en valeur tous les combattants qui, sur le terrain, avaient démontré non seulement le courage, la bravoure, mais l'intelligence tactique et stratégique, et qu'il fallait donc non pas seulement les décorer, mais les mettre au poste de responsabilité face, et je cite Poutine, face aux généraux de parquet, donc aux officiers de parquet. Donc il entend les bureaucrates, on va dire, du ministère de la Défense. Donc la critique a été est partagée par beaucoup et elle est même entendue par Vladimir Poutine. Et à partir de là, nous avons des gens tels que M. Rogozin, qui était l'ancien responsable d'ailleurs de la modernisation de l'industrie de l'armement russe et après le chef de l'agence spatiale russe, même lui qui aujourd'hui est sur le front, il a même après avoir été blessé, a indiqué que s'il partageait certaines critiques de Rogozin, il n'empêche que lorsqu'on est en conflit contre l'ennemi, aujourd'hui c'est inadmissible et qu'il faut savoir, je n'emploierai pas les termes qu'il employait puisqu'ils étaient assez vulgaires, mais c'était pour marquer la chose. Il indiquait qu'il fallait savoir avaler son orgueil et sa rancœur
et être sur le front uni. Et d'autres personnes ont également communiqué sur cette question, dont Ramzan Kadyrov, qui a indiqué qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, et là on arrive à la situation, vous avez, Prigozhin est arrivé donc, à Rostov. Il a pris d'assaut l'état-major du groupe armé sud, qui, grosso modo, s'occupe quand même de la planification des opérations dans l'ancienne Ukraine, et dans le Donbass et dans les nouveaux territoires, qui sont Kherson et Zaporozhye. Et depuis sur Rostov, ils sont en train de remonter vers le nord. À ce moment, actuellement, ils sont dans la région de Lipetsk, en direction de Moscou. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous avez les tanks sont sur des transporteurs de troupes. Ils sont en ligne, ils sont sur l'autoroute, et qu'il n'y a pas pour l'instant, jusqu'à présent, de barrage militaire. Donc, il y a encore beaucoup de questions et je pense que peut-être d'un point de vue stratégique, on fait tout pour les faire s'éloigner de Rostov avec les lignes, si tant est qu'il aurait des lignes d'approvisionnement, pour le stopper au sud de Moscou, où il est attendu, puisqu'il y a des forces de la garde nationale en particulier qui installent donc ou qui ont installé des zones de protection justement sur ces axes